Ma mère s'appelle Félissa. Félissa a maintenant 89 ans. Félissa, c'est une femme qui a toujours été très énergétique. Elle est arrivée au Canada quand elle avait environ 40 ans. Dans ce temps-là, elle a appris le français, elle a appris l'anglais, elle a appris à monter sur un vélo, elle a appris à faire du ski alpin et du ski de fond. Alors c'était quelqu'un qui était toute petite, mais plein d'énergie, toujours voulait apprendre. Madame Pilar n'arrive pas à comprendre comment sa mère, Félissa, a pu développer une telle maladie. Pourtant, Félissa était une personne dynamique, qui avait toujours une histoire à partager avec ses voisins et sa famille. En regardant vers l'arrière, la famille de Félissa aurait souhaité en connaître davantage sur les causes de cette maladie. Actuellement, notre compréhension de la maladie d'Alzheimer est qu'elle est une maladie du cerveau qui affecte les gens âgés. On parle d'une personne sur 3 en haut de 85 ans. Donc, c'est en partie dû au vieillissement du cerveau, avec la perte des connexions entre cellules nerveuses, accélérée par des choses au cours de la vie, comme l'hypertension artérielle qui peut causer des petits AVC. Il y a aussi d'autres changements dans les protéines du cerveau, comme la protéine tau, qui affecte tout le monde en vieillissant, mais dans la maladie d'Alzheimer, ces changements sont partout dans le cerveau. The two biggest, what we call them, risk factors, are age and your genetic makeup. So talk about both. Age, the occurrence of the disease doubles about every 5 years after age 60. The what we call the prevalence or the burden of this disease in the population is very, very high. And we know that there are some people who escape, who don't get it, even if they live to like age 100. What we don't know is whether those people are the exception to the rule of, the older you are, the more likely you are to get it. So age is a huge risk factor. And then the second one is genes. So it's a disease that tends to run in families, okay? And there actually have been studies to try to figure out whether that's because genes are shared within families, of course, or whether it's because of common environmental influences within families. And the answer is genes. And we have identified, actually Dr. Poirier, who works right upstairs, has his group in the 1990s was one of the first ones to identify this particular gene that accounts maybe for half of the whole genetic story in Alzheimer's disease. Now, what that really means is, if you have a gene that predisposes you to developing the disease, you're likely to get it earlier. As I told you before, almost everybody will get it if they live long enough. So what the genes appear to be controlling really is not whether you're going to get it, but when. You can probably reduce your chances of getting it if you exercise regularly, if you eat a healthy diet, okay, if you maintain a good body weight, if you control your blood pressure. Autrement dit, ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. Et dans certains pays comme l'Australie et le nord de l'Europe, c'est déjà une politique socio-sanitaire. Entre 40 et 60 ans, tout le monde doit se mettre en forme, surveiller sa pression. Le diabète, s'il est présent, doit être plus traité. Alors ça, c'est la prévention cardiovasculaire. En plus, il y a l'isolement social. C'est important après la retraite d'être actif intellectuellement. Et aussi l'entraînement physique. Alors à travers toute sa vie, puis ça commence à l'école, c'est prouvé que l'entraînement physique aide le cerveau à travers la production d'une hormone qui s'appelle la BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. That's about it. So can you prevent it? No. Can you reduce your chances of getting it? Yes. Are there possibly ways to prevent it, more directly with the use of medicines? That's what we do. Comme la plupart des gens vivant avec cette maladie, Félissa a commencé à présenter des symptômes vers le début de la deuxième phase. Les symptômes de la maladie sont différents pour toutes les personnes. Alors, ma mère était quelqu'un qui était toujours en train de chercher des choses. Alors,
qu'elle trouvait pas quelque chose, c'était complètement normal. Depuis que je suis très jeune, c'est moi qui trouve des choses pour elle. Mais dans son cas, c'est quand elle a commencé à être très agitée. Elle était très agitée, elle était très déprimée. Et puis c'est là qu'on a dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis il y a toujours un point déclencheur dans la maladie qui pousse une famille à aller chercher plus de l'aide au niveau des médecins. Dans son cas, c'était une Pâques où elle faisait toujours un gâteau traditionnel espagnol pour Pâques. Et puis quand on était arrivé, toute la famille, c'est les petits-fils, les petites-filles, tout le monde, elle était complètement agitée, puis elle pouvait pas se calmer parce que elle avait, selon elle, oublié de préparer ce fameux gâteau de Pâques. Puis quand on a commencé à regarder autour de la maison, elle avait préparé le gâteau 3 fois. Alors, elle avait oublié d'avoir préparé le gâteau 3 fois. Et puis, c'est là qu'on a décidé d'aller voir le médecin. Et c'est là qu'on est allé à la clinique du mémoire de l'hôpital juif. Ils ont fait toutes sortes de tests et puis c'est là qu'on a eu le diagnostic. Bon, alors la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, ça vous le savez, c'est une maladie évolutive. Il peut y avoir plusieurs signes précurseurs à ça et tout à travers la maladie. Alors je pense le symptôme qui est le plus connu, c'est la mémoire. Donc la maladie d'Alzheimer affecte la mémoire, surtout à court terme au début, puis éventuellement aussi à long terme. Mais ça touche aussi beaucoup d'autres choses que les gens réalisent pas toujours. L'humeur, le langage, le fait de pouvoir sortir des mots, la compréhension aussi du langage. Ça affecte aussi les émotions, les comportements, le jugement, le raisonnement. C'est évolutif, c'est difficile de nommer des symptômes spécifiques par phase parce que finalement les symptômes peuvent être présents à tous les phases sauf qui s'aggravent ou ils évoluent avec le temps. Donc dans la phase précoce, au début, les symptômes on peut les remarquer, ils sont présents, mais très souvent la personne garde beaucoup de ses capacités puis retient beaucoup de son autonomie aussi. Alors, dans la phase modérée, la présence des personnes, de la famille, du soutien devient plus nécessaire. On voit des comportements, par exemple, qui ressortent de la mémoire, qui se perdent de plus en plus. C'est là, généralement, qu'on voit les services de soutien commencer à s'implanter, à prendre plus d'importance. Dans la phase avancée, les symptômes sont rendus vraiment avancés, c'est-à-dire la personne, généralement, va perdre la capacité de communiquer verbalement, va avoir des difficultés physiques également. Auparavant, Félissa n'était pas préoccupée du tout par sa condition physique. Étant une grande sportive, ce fut tout un choc pour elle et sa famille quand le médecin leur a annoncé son diagnostic. Après une analyse très brève, Félissa avait été référée chez un psychiatre. C'est certain qu'on encourage le plus possible une personne à chercher un diagnostic précoce. Puis on a même développé un outil qu'on propose aux gens. Alors on les encourage premièrement à vraiment noter tous les symptômes qu'ils remarquent. Pas juste les symptômes qu'ils remarquent, mais ça fait combien de temps que ça existe, à quel moment ça semble vous arriver. Finalement, toute information concernant les symptômes qui sont remarqués. Puis on suggère à la personne, pas juste de le noter pour lui-même, mais que les gens qui sont autour d'eux, que ce soit conjoints, leurs enfants, les amis, contribuent à cette observation. En fait, très souvent, c'est plutôt des proches qui nous téléphonent pour dire j'ai des soupçons pour ma mère, mon père, mon conjoint. Alors, c'est souvent plus la famille qui vont remarquer ces choses-là. Quand c'est plus tôt dans l'évolution de la maladie, les médicaments qui existent ont tendance à fonctionner à leur mieux. Donc, si on a l'opportunité de les utiliser plus tôt, c'est bien. Mais aussi, quand c'est plus tôt dans l'évolution, la personne a encore la capacité de s'exprimer, de prendre des décisions, de partager avec leurs proches leurs désirs, leurs volontés. Ils ont la chance de planifier leurs soins, des choses qui sont à venir. Enfin, ça permet une certaine communication entre familles pour que la personne et les aidants, la famille qui est autour, soient moins seuls et soient mieux préparés. So first of all, Alzheimer's disease is recognized clinically by the fact that it causes severe loss
of memory and other cognitive functions. There are a whole host of different things that are affected by the disease. So the patient goes to the doctor or neurologist or neuropsychologist, and it's clear from that point that the patient has what we call dementia. Dementia means a global loss of cognitive abilities, global meaning loss in multiple different aspects of cognition, okay? And then the job is to diagnose the underlying cause of the dementia, and we do that basically in two different ways. So the first is we try to exclude a number of known causes that are focal or have specific diagnostic features that we can see either in biochemical testing or using the MR scanner, and there are diagnostic tests for non-Alzheimer sources of dementia, right? And then the other sort of half of the coin is that there really is a pretty typical picture that we as clinicians come to expect when somebody is suffering from Alzheimer's disease, okay? So it's not true in every case, but there's a sort of a progression of symptoms of dementia with involvement of certain cognitive functions that are not necessarily involved with other kinds of dementias and so forth. So we look both to rule it out and also to try to affirm it just by the clinical picture. Malheureusement, dans le cas de Felissa, il s'agissait effectivement de la maladie d'Alzheimer. Néanmoins, il faut garder en tête qu'une perte de mémoire ne vous impose pas nécessairement cette condition. Alors, tout le monde se plaint de sa mémoire à tous les âges. Alors, effectivement, comme on dit, la mémoire est une faculté qui oublie. Alors, tu peux avoir des troubles d'attention, comme à l'école. Tu peux avoir des troubles chez les jeunes adultes simplement à cause d'une dépression masquée, des troubles de sommeil, il ne dort pas assez. Quelqu'un qui est plus d'âge moyen, ça peut être de l'apnée du sommeil, ou quelqu'un qui est en ménopause chez les femmes. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui peuvent affecter la mémoire sans causer la maladie d'Alzheimer. Quand ma mère a été diagnostiquée, pour nous, je décris ça comme si on était une petite île dans le milieu de l'océan qui venait d'être frappée par un ouragan. On ne savait pas comment on était pour gérer ce diagnostic-là comme famille. C'était très, très épeurant quand on reçoit ce diagnostic-là parce que c'est une maladie qui est cachée. En regardant la personne, surtout au début, c'est très difficile de voir qu'elle est atteinte de quoi que ce soit. Elle paraissait comme elle était toujours en pleine santé. C'était seulement qu'elle commençait à avoir des oublis. La progression de la maladie de ma mère, je la décris un peu comme étant des escaliers. Alors, elle a des chutes et puis là, elle reste stable pour une période de temps. Je peux vous dire qu'on passe une étape difficile avec ma mère maintenant. Elle fait de l'errance toute la nuit, donc elle est réveillée, elle se promène par la maison. Elle ouvre toutes les portes, elle ouvre les placards, elle sort des choses, elle les réarrange. Elle réveille mon père pour lui dire s'il veut un café, s'il veut manger. Et puis ça, c'est comme à 2 heures le matin. Et puis une chose de ma mère, c'est qu'elle a toujours dénié qu'elle était atteinte d'Alzheimer. Alors, elle ne voulait pas aller au médecin, elle ne voulait pas participer à certaines activités, elle ne voulait pas sortir de la maison, elle a arrêté de vouloir prendre des marches. Mais ça fait aussi environ 3 ans, on a découvert la musique et l'impact que la musique de sa génération, musique espagnole des années 40 et 50 a eu au niveau de ma mère et puis comment on peut communiquer avec elle a été incroyable. Alors, quand elle voulait pas se baigner, quand elle voulait pas se lever, quand elle voulait pas manger, on mettait la musique, on commençait à chanter avec elle, elle se levait, elle dansait avec nous et puis là, on s'assoyait puis on pouvait faire avec elle ce qui était bon pour elle. Alors, prendre son bain, manger, s'habiller. Pour apporter du soutien aux victimes de la maladie d'Alzheimer et à leurs proches, il existe un organisme spécialisé dans ce domaine à Montréal.
Dans ces centres de mémoire éparpillés partout en ville, de nombreuses activités et séances d'information sont proposées aux gens qui vivent avec la maladie, comme l'art-thérapie. Alors, l'art-thérapie, c'est une médiation thérapeutique qui allie les arts à la psychothérapie aussi, c'est-à-dire utiliser les arts pour finalement parler autrement, s'exprimer autrement, quand parfois on manque de mots pour se raconter finalement, pour exprimer la façon dont on se sent, toutes les émotions qui peuvent nous traverser, ce qu'on est. Alors, l'art leur procure du bien tout simplement parce que déjà il y a un plaisir d'être en groupe, ça c'est important. Ici à la Société Alzheimer, on reçoit 5 à 8 participants par atelier. Ils viennent, ils sont ensemble, donc c'est s'ancrer dans un moment présent. Ensuite, il y a évidemment le plaisir de créer, le plaisir de découvrir, le plaisir d'expérimenter. Et ça vient aussi solliciter évidemment tout le côté sensoriel, émotionnel, qui est une part importante aussi du cerveau, évidemment, et de la personne. Nonobstant son incurabilité, il existe tout de même plusieurs traitements pour apaiser les symptômes et ralentir la progression de cette maladie. We know from studying the brains of people who die with Alzheimer's, even people who die with relatively mild Alzheimer's dementia, that their brains are massively, the structure and the functional abilities of the brain, connections among different parts of the brain, different nerve cells in the brain and so forth, are massively disrupted. And by the time people have symptoms of this illness, the degree of damage is so severe that the prospects for restoring that, I mean, first of all, you'd have to know how to make a functioning brain, and only God knows that. So what is on the horizon potentially is preventing it. And the difference is there you have a brain maybe that's threatened with damaging influences, or maybe even there are damaging influences that are already present, but they're mild, they're not severe enough to cause loss of abilities or symptoms, okay? And you can arrest it at that point, or slow down the process even is actually helpful. So there are things that you can do to try to prevent people from becoming ill in the first place, and prevention is really important in everything, but in this disease in particular. Alors, on a depuis une dizaine d'années 4 médicaments qui peuvent être prescrits pour la maladie d'Alzheimer au stade léger à sévère. Et les symptômes qui sont aidés le plus sont des troubles d'attention et de mémoire et un petit peu les troubles d'expression du langage, chercher ses mots. So these are sometimes referred to as cognitive enhancers or symptomatic treatments for the illness. Okay, and they work to a variable degree in different patients. Unfortunately, I would have to say probably the majority of people do not respond to those kinds of treatments, but a substantial minority do, so it's good practice to try and see whether or not your patient happens to be a responder. Souvent, les personnes âgées ont plus qu'un problème. Alors, tu peux avoir en plus de l'Alzheimer, la dépression, des problèmes de circulation cardiaque, des difficultés de type arthrite avec douleur. Donc, il y a toute une prise en charge des maladies associées, ce qu'on voit chez la personne âgée. Il y a aussi l'aide à la famille, alors expliquer à la famille qu'est-ce qui se passe. Il y a des livres qu'on peut donner, on peut donner aussi des références à la Société Alzheimer ou des groupes de support. Ici, au Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université McGill, nous tentons justement d'améliorer les traitements offerts aux patients. De nombreux projets sont en cours afin d'en connaître plus sur cette maladie, dans l'espoir de trouver une cure. Alors actuellement, il y a plusieurs projets de recherche qui sont en marche en parallèle. Il y a des médicaments à l'essai pour amplifier l'effet des médicaments déjà disponibles pour les symptômes. D'autres essais visent à arrêter la progression de la maladie et actuellement on cible surtout les stades de troubles de mémoire légers qui précèdent les pertes plus significatives avec atteinte de tous les jours. I will say this, just so your viewers understand it. Alzheimer's disease doesn't kill you. What Alzheimer's disease does to the brain and to the cognitive apparatus is what kills you. So when you look at the brains of people with Alzheimer's disease, you see that they have what's called amyloid plaques or senile plaques, okay? Sometimes called Alzheimer amyloid plaques. So these are made up of gunk, okay, that is made up of a small
protein or peptide called beta amyloid or beta A4. Okay, that stuff is sticky when it's first, in solution, and depending upon circumstances, it tends to clump. Okay, and it also does nasty things sometimes to nerve cells in culture or in kind of experimental models. So there's a huge amount of work going on in trying to study the amyloid metabolic pathways, see how they, the stuff affects nerve cells in different circumstances, and so forth. So that's one of the major thrusts. The second major lesion in Alzheimer's brain are tangled filaments of protein that accumulate actually within the cell body of affected or diseased nerve cells. The plaques are not in the cell, they're outside. So those are called neurofibrillary tangles, which is a big word, which means that they occur in neurons, hence neuro. Fibrillary because they're tangled up, okay, and tangles because they're tangled up, so it's a little bit redundant. Ordinarily, it's a structural protein that's present in all nerve cells, particularly in the long extensions of the nerve cells that are called axons. And this stuff can get modified chemically by addition of more phosphate groups, chemical groups that bond to the to various points in the sequence of the protein, and that causes it to lose its nice long straight form and to curl up and form these tangles. So there's a lot of work going on tangle pathology, tau pathology. Tau is the name of that protein. So that's another major theme. And then for every theory of causation, there's probably several different potential treatments that people are interested in trying out. So there's a large number of individuals who are involved in doing clinical trials in patients with Alzheimer's disease. That's a skill set all its own, where you take human subjects, randomize them to either receive a treatment or not, and then follow them over time and see what it does. But I have to tell you, as a cautionary note, the last major medical treatment to be introduced to help people with Alzheimer's disease was in 2003. And if you don't think that the pharmaceutical companies have been trying to improve on that record in the interim, you're very foolish. So, of course they have tried, so it's turned out to be very, very difficult. Nobody knows quite. Even to the point where I'd have to say that to some extent the pharmaceutical industry, even though they recognize the enormity of the market that's potentially out there for them, they've invested so much money with no results to show for it, that a lot of companies that used to be involved in this field are pulling back. À partir de 70 ans, une personne sur 3 meurt de la maladie d'Alzheimer en Amérique du Nord. Il s'agit d'ailleurs de la seule cause de décès dans le top 10 du Canada qui ne peut pas être prévenue ou guérie. À Montréal, la Société Alzheimer vient en aide aux gens qui sont atteints de cette maladie. Dans leur centre, des programmes, des services de consultation et des conférences pour les proches aidants sont offerts, afin de les former à prendre soin de leurs proches et les informer à propos de leurs conditions. On a une mission globale qui est d'alléger les conséquences sociales et personnelles de la maladie d'Alzheimer et d'appuyer la recherche de la cause et traitement. En gros, ce que ça veut dire dans le pratico-pratique, on apporte des services de soutien aux personnes qui sont diagnostiquées avec cette maladie et aux personnes qui en prennent soin, donc les proches aidants, les membres de famille, les amis. On offre aussi de la formation aux intervenants de la santé pour vraiment encourager une approche optimale auprès des personnes qui sont touchées dans des institutions. On a aussi une mission de sensibilisation auprès du public. C'est large comme mission, ça touche beaucoup de clientèles différentes à beaucoup de niveaux, que ce soit soutien, éducation et aussi du répit, de la stimulation pour les personnes qui sont atteintes. Ce que je peux dire, c'est que si jamais quelqu'un d'entre vous, où vous êtes dans votre vie, ce serait probablement un grand-parent qui est diagnostiqué avec la maladie Alzheimer, c'est vraiment d'encourager tout le monde à aller vers la Société Alzheimer de Montréal. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour aider la famille et la personne atteinte d'Alzheimer
Ils ont plein de différents programmes d'information, de communication, beaucoup de programmes de stimulation et de répit. Je les vois comme une lifeline. Ils sont vraiment une lifeline pour les familles, surtout, et pour les gens qui sont atteints. Ils ont plein de différentes cafés Alzheimer's. C'est une fois par mois à travers Montréal en général. Soyez pas seuls pour naviguer les eaux de cette maladie Alzheimer's. Appelez la Société Alzheimer's de Montréal. Ça va leur faire un plaisir de vous accompagner dès le début à la fin. Moi, ça fait 8 ans que ma mère a été diagnostiquée et puis je les appelle toujours quand il y a quelque chose, quand j'ai une question, quand j'ai besoin de l'aide, et puis je reçois toujours, il y a toujours quelqu'un à l'autre bout de la ligne pour m'aider, me conseiller et me donner des solutions. On a besoin de jeunes, on a besoin de personnes qui vont soutenir cette cause, puis faire une différence pour appuyer la recherche, pour aider avec la recherche pour des meilleurs traitements, éventuellement pour une remède, on l'espère, et pour les personnes qui ont déjà cette maladie, de leur apporter une meilleure qualité de vie. Un message pour les gens qui pourraient écouter cet enregistrement serait positif, qu'on peut prévenir la maladie d'Alzheimer pour la génération actuelle. L'éducation est un facteur de protection. Par après, entre 40 et 60 ans, c'est être une bonne forme physique. Et après la retraite, à 65 ans et plus, c'est avoir une bonne interaction sociale. Et on espère que pour la génération actuelle, on va retarder le début des symptômes de 5 à 10 ans. Je crois que c'est réaliste.